Donc, qui je suis? Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut Joubert. Je travaille chez IDEXI, une start-up française qui fait un soft pour protéger les données des collaborateurs, pour les embarquer dans la stratégie de sécurité de l'entreprise. En gros, c'est comment on s'assure que les utilisateurs aient connaissance des bonnes pratiques et qu'ils les mettent en place, tout ça de manière très simple. Ce qui était un doux rêve quand j'étais consultant avant. En parallèle, je suis également MVP Microsoft et ça m'arrive un peu moins récemment, mais j'essaie de le faire le plus régulièrement possible, d'écrire sur mon blog sur des sujets de sécurité, conformité, identité et maintenant un peu plus, on va dire, tout ce qui est autour de sobriété numérique, qui sera le thème de la session. Un grand merci aux sponsors. Voilà, c'est, je pense, 4-5e fois qu'on vous le dit, mais du coup, merci à eux sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Donc, je vais commencer à connaître leur nom, mais du coup, ce sera l'occasion d'aller les voir et de les remercier. Au programme aujourd'hui, Microsoft 365, infobésité, un vaste sujet. Voir un peu ce que propose Microsoft, quel est un peu l'état des lieux, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser au sujet, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'intéresse au sujet, quelle est la position de Microsoft sur le sujet et comment, en fait, en tant que client, en tant qu'utilisateur de la plateforme, on peut agir un peu sur ce sujet. Donc, on va commencer déjà pourquoi s'intéresser sur ce sujet. Et en fait, quand j'avais commencé à préparer la session, c'est la première fois que je la prépare, cette session, et j'ai directement pensé à cette image un peu, bon, voilà, qui est un peu marrante de qu'est-ce qui se passe en 30 secondes sur Internet. Il y a tant de millions de recherches, il y a tant de vidéos sur YouTube, il y a tant de... Voilà, on est sur l'explosion des trucs numériques, digitaux, c'est sympa, j'en suis un des premiers utilisateurs, donc bon, j'ai un peu plombé le moral de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, de l'IA c'est génial, tout est génial, mais il y a quand même un coup dont on va parler. Donc voilà, il faut avoir conscience qu'en 60 secondes sur Internet il se passe plein de choses, il n'y a pas juste 11 000 messages Teams à la seconde, il y a vraiment plein de choses. Donc concrètement, j'ai fait une petite animation, mais hop, c'était plus un test. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Si tant qu'on ne reste pas dans le concret, quelques chiffres, et on va aller dans le détail pour concret. En 2007, c'est la première fois qu'en 12 mois, on a produit un zeta-octet, et d'ailleurs ils ont 3 zéros. C'est un zeta-octet, c'est 1000 milliards de gigaoctets. Ça commence à faire de la donnée. En 2023, aujourd'hui, on est à 120, et les prévisions d'après IBM, qui sont normalement les estimations les plus fiables sur le sujet, sont qu'en 2035, bientôt, on soit à 2000 zeta-octets. 2000 zeta-octets, donc c'est 2000 milliards, donc en gros 2 millions de milliards de gigaoctets. Et il y a une petite analogie qui a été faite intéressante, qui m'a un peu foutu une claque, qui est de dire que si on veut mettre toute cette donnée, la donnée d'aujourd'hui, de nos 120 zeta-octets, sur du papier, il faudrait qu'on abatte tous les arbres de la planète et qu'on fasse 2000 fois, et on aurait potentiellement assez de papier. Donc ça fait quand même beaucoup de données, ce qui est un peu plus concret que des zeta-octets. Pour ceux qui s'intéressent, quelques ordres de grandeur. Donc on parlait de 4% d'impact énergétique dans le monde en 2020. Ça, c'était avant l'IA, c'était avant ChatGPT, c'était avant Copilot, c'était avant DALL-E, c'était avant toutes les joyeusetés du métaverse. Les estimations qui sont plutôt en estimation basse, c'est du 8% en 2030. Bon, voilà, du coup, c'est des grands chiffres, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Le truc hyper concret, c'est on voit en fait de plus en plus de fournisseurs SaaS qui réduisent les vannes d'un point de vue qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Un des grands exemples qui a fait pas mal de bruit, c'est il y a 3 ans, 4 ans, Google Photos qui avait dit en fait stop, on baisse la qualité des photos, vous êtes tous maximum enfin, telle taille de photo, telle pixelisation qui rentre, le reste, ça va commencer à être payant et ça va commencer à être bien payant. Microsoft, sur les comptes personnels, ils ont réduit la taille de stockage qui était gratuit parce que en fait, ça fait, on va dire, officiellement pour eux, c'est question de sobriété, mais bon, juste ça leur coûte très très cher. Donc, les fournisseurs SaaS grand public réduisent leurs trucs. Si on rentre sur le sujet Microsoft 35, il y a un chiffre qui était intéressant, qui est en fait Microsoft Inspire 2023, donc assez récemment. Microsoft, content, dit on a plus de 2 milliards d'éléments créés chaque jour dans Microsoft 35. Tout content, open data, on fait plein de choses. Par contre, ça a quand même 4 impacts assez majeurs que les entreprises doivent avoir en tête. Ceux qui se sentent concernés par le sujet, il y a tout le sujet de l'éco-responsabilité. Voilà, j'en ai un peu parlé, mais voilà. Tout le sujet de la conformité, parce que plus on a de données, plus on a de données qui sont exposées, plus on a de données qui sont traitées, plus on a de données qu'il faut protéger, et donc en fait, c'est à prendre en compte. Une question budgétaire, je vais revenir dessus,
mais j'ai certains clients, on va dire des grosses boîtes, CAC 40, 80 000 utilisateurs, qui ont droit théoriquement à 1 pétaoctet de données dans SharePoint, c'est déjà beaucoup, sauf qu'ils en ont 5. Donc je vous laisse imaginer qu'à 1 euro le gigaoctet par an en prix public, les 5 pétaoctets, ça leur coûte une blinde. Donc en fait, il faut quand même arriver un peu à réduire les vannes et à encadrer, sachant qu'évidemment, on est en augmentation continue. Une sortie de performance et d'adoption. En fait, j'ai trop de données, je ne sais pas où elles sont, je suis perdu et il faut quand même qu'on aille aider les utilisateurs à s'y retrouver. Donc ça va être tous les sujets un peu qu'on va avoir autour de Viva, autour de Copilot, qui vont permettre aux utilisateurs de mieux s'y retrouver et d'être plus efficaces. Ce ne sera pas trop le thème du sujet, mais du coup, c'est vraiment pour avoir en tête ces 4 impacts auxquels sont confrontées toutes les entreprises qui font face en fait à une explosion de la donnée, où en fait là, on est là en mode on collabore, c'est génial, c'est trop bien, on va pouvoir faire plein de choses, et c'est super, parce qu'on peut vraiment faire plein de choses, mais il y a quand même ces impacts. Quelle position de Microsoft ? Alors Microsoft, comme tout bon éditeur SaaS, j'ai un petit message, je reviendrai après dessus, ils communiquent beaucoup. En fait, ils ont un peu un discours un peu double de la collaboration, c'est génial, on produit de la donnée, on vous permet de faire plein de choses, mais on est hyper engagé et ils publient tous les ans ce qu'ils appellent le Environmental Sustainability Report, avec mon superbe anglais, qui vise en fait à montrer tout ce qu'ils font. Sauvegarde d'eau, sauvegarde plein de choses, et notamment en fait ils communiquent beaucoup sur l'amélioration de l'architecture. En fait cette année en 2022, côté Office 365, le gros truc qui est sorti, c'est de se dire qu'on a 50% de moins de ressources mémoire nécessaires pour faire fonctionner Teams. SharePoint et OneDrive, tout l'espace de stockage était optimisé de 30% en termes de consommation électrique et donc autant en émissions carbone. Donc voilà, ils communiquent beaucoup sur les évolutions d'architecture, mais par contre, on est toujours open bar, on consomme et il n'y a pas grand-chose qui est fait pour permettre à la fois aux entreprises et aux collaborateurs de prendre la main là-dessus. Et c'est là où du coup je reviens sur ce que je disais, petit détour par en fait compte Microsoft perso. Donc Microsoft a réduit les vannes, vous avez droit à 5 gigas gratos. Sinon vous devez payer, je crois c'est 10 euros peut-être par mois, ou je sais plus quoi, pour avoir le droit à 100, 200 gigas. 200 gigas. Et vous avez des petits outils dans votre compte Microsoft, des alertes déjà qui vous disent attention, vous avez dépassé du seuil. Et vous pouvez, donc c'est peut-être un peu petit, vous pouvez simplement en fait voir où sont vos gros fichiers, où sont vos gros mails pour aller vous-même libérer l'espace. Pour dire qu'en fait, d'un point de vue personnel, vu qu'ils ont réduit les vannes, ils poussent quand même des solutions pour réduire les choses. Par contre, côté professionnel, là, on est vraiment en mode open bar, parce qu'en plus, en fait, qui dit stockage SharePoint pour eux, en fait, ils facturent. Et donc, il n'y a pas encore d'équilibre qui sort. Ils ont toutefois publié en 2022, si vous connaissez l'Emission Impact Dashboard pour Microsoft 365, qui est un tableau de bord qui vous permet de piloter et de piloter vos émissions pour Microsoft 365. Donc, globalement, il n'y a pas grand-chose, mais il faut. Voilà, en fait, le discours derrière, c'est grâce à Office 365, en fait, vous avez réduit de 90, 100%, 200% vos émissions. Et en fait, globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est il y a un chiffre qui est intéressant pour eux qui mettent en avant. C'est en moyenne, un utilisateur qui utilise Office 365, c'est 210 grammes de CO2 par an pour toute son utilisation de la suite. En fait, si vous avez je ne sais pas si vous avez en tête les ordres de grandeur, c'est rien du tout, c'est peanuts. Et en fait, si on prend d'autres ordres de grandeur qui font un peu plus référence, sachant que techniquement, il y a en fait en fonction des organismes un rapport de 1 à 1000 entre l'impact, même le stockage de la donnée dans les serveurs, entre l'ADEME, référence française, qui dit oui, on est à 0,8 grammes de CO2 par an, alors qu'en fait Stanford, on est plutôt à 500 grammes. Donc, vous voyez, on a plutôt un rapport de 1 à 2000. Là, Microsoft nous dit, en fait, c'est chouette, vous êtes à 200 grammes par an, ce qui paraît assez difficile. Bon, c'est juste pour dire que ça existe, et c'est plutôt, on va dire, du marketing pour dire c'est chouette, le cloud c'est bien, et dans les faits, ça reste beaucoup mieux que la partie on-prem. Microsoft du coup mise, et en fait c'est arrivé avec tout ce qui est la partie Purview. Donc pour ceux qui ont suivi, on a Microsoft dans sa grande habitude a changé encore de nom. C'était cette année, je crois, ou l'année dernière. En fait, toute la partie, on va dire, conformité qui s'appelait Compliance est devenue Purview.
à l'occasion de ça, Purview, toute la partie Information Governance, donc gouvernance de l'information, a été séparée en deux. On a la partie du coup Purview Lifecycle Management et la partie Record Management. Donc, Information Governance a été scindée en deux. Une partie Data Lifecycle Management pour, en gros, simplement avoir des politiques de rétention pour venir supprimer les données, on va faire simple, et pour gérer les boîtes mail inactives. Donc ça, c'est la façon dont ils le gèrent. Et après, on a la partie record qui est vraiment plus la partie réglementaire, conformité. Je veux garder ces données ou je veux les supprimer. Parce qu'en fait, d'un point de vue GDPR, il ne faut pas qu'on garde trop longtemps. D'un point de vue conformité bancaire, il faut qu'on sache justifier. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux. Donc, en fait, c'est un peu le tableau que vous avez sur votre droite. Voilà. Comment est-ce que j'arrive à trouver le bon équilibre entre garder ce dont vous avez besoin, supprimer ce dont vous n'avez pas besoin, et tout en ayant un focus tout particulier sur la gestion des éléments qui ont une valeur réglementaire, business, hyper importante pour l'entreprise. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas d'aller supprimer vos plans de R&D, mais il faut quand même les garder. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec les concepts Purview Data, enfin, Information Governance, ce genre de choses? Ouais. Ok. Donc, que faire en tant que client? Donc, pourquoi du coup c'est un sujet? Parce que déjà, il y a ce sort de coût, qui est souvent le premier argument sur lequel on va s'intéresser au sujet. Il y a le sujet d'éco-responsabilité, on va dire durabilité. Parce que effectivement, j'en ai pas parlé, mais si on va multiplier par 20 nos puissances de data center, ça veut dire en fait il faut qu'il y ait suffisamment de matières premières. Aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on sera en capacité de le faire. Il y a toute cette histoire d'utilisation de millions ou de milliards de mètres cubes d'eau pour le refroidissement des data centers dans une période où en fait l'eau est de plus en plus rare dans certaines régions. Mais en fait, il faut qu'on sache le gérer. Voilà. Donc, en tant que client, si vous pouvez avoir un impact immédiat sur votre facture. Par contre, l'impact plus durable, à partir du moment où vous payez, vous réservez des capacités. Donc en fait, si vous dites on réduit les données, vous n'allez pas du jour au lendemain réduire votre empreinte carbone. Par contre, vous avez vous agissez plutôt dans un développement d'une culture plus de sobriété groupée qui va faire il y aura besoin de moins de nouveaux data centers. Et en fait, c'est plus une démarche globale, sociétale, que vraiment personnelle. Donc, les entreprises qui vont dire on a supprimé tant de pétaoctets de données, certes, c'est bien, mais les serveurs sont toujours là, ils sont toujours vides, ils tournent toujours. Donc, il faut l'avoir en tête. C'est bien de le faire, et sinon je ne serais pas forcément là, mais c'est pas magique, et voilà. Donc, comment on va y aller? Donc, ça passe tout simplement par la mise en place d'un plan de culture sur du coup de RSE global à l'entreprise, qui passe aussi par la mise en place de règles de sobriété dans l'informatique et dans les données. Donc là, je fais un petit aparté pour rappeler quand même que les données, effectivement, c'est bien, ça consomme des data centers, etc. Mais ce n'est que 20-25% on va dire, de l'impact durable, éco-environnemental, ce genre de choses. Donc c'est que 25%, la grosse partie étant toujours les terminaux des utilisateurs et la fabrication des data centers et le fait qu'on n'arrive aujourd'hui pas trop à recycler. Donc, c'est bien de le faire. C'est pas pour ça qu'on va résoudre tous les problèmes, mais c'est une petite pierre à l'édifice. Donc, pour ça, politique globale, culturelle de l'entreprise, qui nécessite un changement, une adoption des utilisateurs, parce qu'on les a aussi gavés en mode vous avez le droit à 1 Tera sur votre drive, vous avez le droit à 100 gigas et 1 Tera 5 d'archives sur votre boîte mail. SharePoint, c'est open bar, vous avez des sites à 25 Tera de base. Faites-vous plaisir. On sauvegarde tout, on fait plein de choses. En fait, il faut peut-être revenir sur cette partie adoption, conduite du changement et rattraper certaines choses. Ce qui veut dire, du coup, plan de réflexion avec une combinaison entre de réflexion sur les usages, les configurations natives et potentiellement un outillage. Voilà, une démarche assez classique, on va dire. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Jusqu'à là, vous avez des questions ou pas? C'est clair. Donc, comment est-ce qu'on va agir? Donc, on va agir en tant que combinaison entre du coup ce qu'on peut faire nativement, simplement. Donc, vous allez voir, c'est un peu approche à niveau 0, vous êtes tout débutant, vous
petite réflexion et vous êtes vraiment hyper avancé. Chose aujourd'hui on est plus au niveau R&D et émergence. Donc, quelques rappels sur la partie OneDrive SharePoint. Du coup, la suite, on va le faire très concrètement. OneDrive SharePoint, Exchange, Teams, qui sont on va dire, les plus gros consommateurs, Office 35. Donc, sur SharePoint, OneDrive, vous l'avez en tête, je l'ai déjà dit, 1 Tera par utilisateur, 1 Tera de base pour SharePoint plus 10 Go par utilisateur, soit à peu près 100 Tera si vous avez 10 000 utilisateurs et 1 pétaf si vous avez 100 000. Donc c'est là où je reviens sur mes deux clients qui ont plus que 100 000 utilisateurs mais 5 pétas de données. En fait, du coup 20 centimes le giga par mois, fois 12 fois le nombre de pétas supplémentaires, la facture est assez conséquente. Évidemment, ils ne payent pas ce prix public, mais il faut l'avoir en tête. Décompte du stockage, point en fait, où j'étais surpris de voir que pas grand monde avait ce point en tête. Donc le versionning SharePoint, vous collaborez, c'est bien, on a du versionning. Chaque version, entre, on va dire, les 500 par défaut, donc vous créez un site SharePoint, c'est 500, vous pouvez le baisser à la mano à 100 et vous pouvez mettre jusqu'à 50 000. Si vous allez mettre 50 000, vous allez être vite saturé en espace. Et dès que vous allez mettre des politiques de rétention sur de réglementaire, vous allez vite exploser votre quota parce que, tout simplement, on va dire, en fait, toutes les versions sont gardées, toutes dans la Preservation of Library, et la Preservation Library compte dans le décompte du stockage de votre site. Donc, et ce qui est hyper important, c'est que chaque version de vos documents compte dans le détail du stockage. Donc, en fait, vous avez un document, on va dire PowerPoint. Donc, j'ai regardé celui-là, vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup d'images. On est quasiment à 10 mégas parce qu'il y a l'image de présentation, parce qu'il y a ma photo, parce que le template il est un peu lourd. On a 10 mégas. J'ai travaillé dessus entre cette semaine jusqu'à ce matin. J'ai fait une vingtaine de versions. En fait, il pèse pour 200 mégas. Donc, je vous laisse imaginer, vous travaillez dans des gros projets à plusieurs. On arrive facilement à 100, 200, 500 versions pour des documents qui peuvent faire 100 mégas. Donc, en fait, vous faites des calculs et vous arrivez rapidement à exploser votre stockage et le stockage côté Microsoft. Voilà. Et collaboration, il faut toujours avoir en tête, effectivement, donc ce que j'ai déjà dit, qu'on stocke sur OneDrive et SharePoint pour de sécurité, parce qu'évidemment, vous perdez votre PC, c'est quand même bien de garder les données. Il ne faut pas non plus jeter la pierre. On évite les pertes de données et on favorise la collaboration des documents, ce qui est quand même le but d'une plateforme de collaboration. Quand même, vraiment avoir en tête. Tout, du coup, histoire d'équilibre. Donc, quelques bonnes pratiques. Et donc là, c'est vraiment au niveau bébé débutant. Et c'est vrai que j'en aurais pu en mettre un autre. En fait, je pense comme ça. En fait, ne pas mettre 25 Tera de base pour chacun de vos sites SharePoint. En fait, vous mettez 100 Go, c'est largement suffisant pour la plupart des cas, sauf évidemment les équipes marketing, les équipes R&D, ceux qui font du AutoCAD, voire du Power BI, vous allez exploser, mais vous pouvez avoir des politiques différentes. Et là, donc, je discutais avec un client la semaine dernière, il me disait, bah oui, en fait, nous, on a mis 100 Go pour tout le monde. Par contre, il y a un bouton dans ServiceNow qui permet de se rajouter 100 Go. Donc, en fait, je suis plein, je me rajoute 100 Go, je me rajoute 100 Go, je me rajoute 100 Go. Donc, en fait, vous avez tout perdu parce que les utilisateurs, ils sont frustrés. Vous les bloquez et vous leur demandez de faire des actions pour un truc qui, de toute façon, n'est pas contrôlé. Donc, si vous allez à 100 Go, si vous bloquez le truc à 100 Go, en fait, il faut leur donner les moyens de suivre et de nettoyer facilement. On va voir si plutôt rébarbatif d'aller dessus. Donc, limiter les versions à 100, limiter les tailles des SharePoint. Ça, c'est d'un point de vue admin. D'un point de vue utilisateur, on sera plus sur des choses que personne ne fait, parce que c'est pénible. Sauf si, et ça, on avait eu le cas avec un de mes collègues, où on avait des bons gros modèles Power BI de 100, 200, 300 mégas, avec du coup, vu qu'on les mettait à jour tous les jours, en fait, au bout d'un an, 300 versions fois 1 giga, du coup, on a explosé notre quota. Et on avait même explosé le quota de la boîte, parce qu'on est une petite entreprise, donc pas beaucoup de stockage SharePoint, et donc on avait juste en fait supprimé les versions, et là tout de suite on était revenu à la normale. Donc supprimer à la main des versions, supprimer à la main des fichiers, supprimer des espaces inactifs, bon ça en vrai c'est théorique, j'ai déjà vu des clients qui disaient faites-le, personne ne le fait, et c'est normal. Par contre, ce que vous pouvez faire, même d'un point de vue gouvernance, ce n'est pas que sur le stockage, d'un point de vue gouvernance, c'est penser à repérer les sites inactifs, demander aux utilisateurs si ils sont toujours utiles et pour les supprimer. Donc là, il y a deux façons de le faire. Il y a la façon qu'on va dire que tout le monde connaît
via Azure AD, Entra maintenant, qui permet d'aller contacter les propriétaires des groupes Office 35, du coup des SharePoint des Teams, pour leur demander est-ce que vous voulez le garder, personne n'y allait sur le Teams, personne n'y allait sur le Yammer, personne n'y allait, est-ce que vous voulez le garder voilà, vous mettez votre durée, au bout de ça, donc s'il est inactif, on y va, on demande et on peut supprimer. Nouvelle façon qui est arrivée récemment, et qui est en cours de déploiement, c'est la partie qui s'appelle dans le politique admin SharePoint, c'est la partie inactive site policy qui permet en gros de faire la même chose, sauf que on va demander à l'utilisateur est-ce qu'il est actif. Ok, il est actif. S'il ne répond pas, on considère qu'il est actif. S'il répond qu'il est actif, on considère qu'il est actif. Par contre, derrière, on n'en fait rien. Donc en fait, ça ne sert pas à grand chose. Et en plus, il faut payer une licence. Là où ça va quand même vraiment devenir intéressant, c'est que ça devrait être couplé à la partie Microsoft Archive. Il y en a d'entre vous qui en ont parlé. Microsoft Archivage, qui va permettre en fait de stocker, on va dire, du SharePoint sur du stockage froid. Donc en fait, aujourd'hui, SharePoint, tout est du stockage chaud, indexé, hyper rapide, vous pouvez le consulter quand vous voulez. Pour diminuer les coûts et avoir, on va dire, avec l'argument écolo, Microsoft Archive va permettre en fait de déplacer automatiquement ou pas automatiquement des données vers du stockage froid dans Azure. C'est un peu basé sur Azure Filer, du Azure, du Blob, etc. Donc on va pouvoir déplacer les données qui permettra de libérer du stockage SharePoint et intégrer à ça, du coup on aura cette partie-là. Donc pour ceux qui se posent la question, Inactive Site Policy et les groupes inactifs dans Entra, c'est exactement la même chose. On a des logs différents pour détecter s'ils sont actifs ou pas actifs, mais globalement c'est vraiment la même chose. Voilà. Par contre, là où ce sera intéressant, c'est que via la partie avec SAM, on aura du coup cette partie archivage qui pourrait être intégrée. Bon, globalement, niveau bébé, vous pouvez tous faire assez simplement ça. D'un point de vue, oui, j'ai prévu juste une capture d'écran pour vous montrer ce que personne ne ferait. Vous allez donc pour supprimer des versions, supprimer des versions, vous allez dans votre document, 3 petits points, historique des versions, vous sélectionnez la version et vous les supprimez une par une, chose que vraiment personne ne fait. Et ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que sur le nouveau OneDrive qui est apparu, maintenant, il n'y a plus de contrôle. En fait, vous supprimez la version, vous la supprimez direct, là où dans SharePoint, on vous met une petite modale, êtes-vous sûr de vouloir supprimer. Voilà, donc ça c'est une petite capture, bon, ça ne prend pas grand-chose. Le niveau qui va être un peu plus intéressant, qui permet de gagner énormément d'espace, va être en fait de mettre en place des scripts, chose qu'on a mis et qui a permis dans mon ancienne boîte où j'étais consultant. On avait divisé par 3 notre taille de stockage, tout simplement parce qu'on avait mis en place un script qui passait en permanence pour, dès lors qu'un fichier n'était pas modifié depuis 3 mois, en fait, sur base de modification, on va supprimer toutes les versions avant les 10 dernières. Donc on en garde 10, histoire de corruption, histoire de si on se prend de ransomware, en fait, il n'y aura jamais une attaque à plus que 10 versions. C'est comme ce qu'on disait, c'est une sorte de statistique et de proba. Je pense que 10, c'est quand même largement suffisant. Et vous pouvez diviser facilement par 3, par 4 votre taille de stockage, juste en faisant ça. Après, là, ce qui est quand même beaucoup plus sympa, mais on est plus dans une démarche de changement de culture et d'utilisateurs, c'est d'embarquer les utilisateurs pour leur permettre de supprimer d'identifier en un clic, en 2 clics, quels sont les fichiers volumineux, quels sont les doublons, là où il y a des gros fichiers qui pourraient être nettoyés, et surtout de pouvoir nettoyer des fichiers, mais ça on est quand même plutôt sur un usage avancé côté marketing ou autre, d'aller nettoyer, on va dire j'ai un fichier finalisé, j'ai pas envie d'avoir un PPT de 300 mégas parce que j'ai des trucs ultra haute définition, parce que j'ai des images dans tous les sens dans mon template qui ne me servent à rien. Et donc là, il y a des extensions qui existent, mais uniquement, on va dire, à la main de l'utilisateur dans PowerPoint. Et on ne sera pas du tout au niveau de j'ai une moulinette qui peut passer, parce que Graph et PowerShell ne permettent pas de le faire. Voilà, donc 2 exemples pour embarquer l'utilisateur. Il y a un Power BI qui a été fait par quelqu'un que j'aime bien. J'ai un peu amélioré, mais j'avoue que j'ai pas tout fait pour la conférence. Qui permet en fait de scanner tous les espaces auxquels vous avez accès et d'identifier vos doublons, gros fichiers, sur base de la taille et du nom. C'est assez limité, mais ça permet déjà de faire un bon premier tri de manière hyper facile. Il n'y a aucun prérequis. On l'a fait. Vous l'avez fait du coup? Ouais, on a fait un Power BI basé sur SharePoint. Ouais.
rempli SharePoint avec toutes les informations et tout. Ouais. Enfin, c'est long. Là, il bug. C'est parce que les rapports SharePoint, ils sont pétés. Ouais. Ils sont complètement pétés en ce moment et ça nous flingue toutes nos stats. Mm. Un carnage. On attend que Microsoft répare les rapports SharePoint. Ouais. Dans le principe, en fait, le Power BI, c'est ça en fait. C'est qu'on a des indicateurs forts en fonction de certaines règles qu'on vous aura donné, comme les points de dommage, les simples propriétaires pour avoir un élément. Ce genre de trucs en fait, et les gros chiffres en page de garde, on va utiliser des exports pour faire les exports Excel. Et on peut contacter via un produit pour par exemple Power BI, de contacter les propriétaires automatiquement pour les prévenir tout ça. En gros, on a fait le niveau bébé. Ouais. On a tout mis en place niveau bébé quasiment. On a un script qui tourne toutes les semaines pour envoyer des mails en disant ton espace il n'a pas été utilisé depuis 3 mois, est-ce que je peux pas le supprimer? Ok. Ça va, maintenant c'est plutôt le niveau avancé Ouais. qui est à faire. J'ai noté l'idée de virer les versions automatiquement en script. Ouais, mais ça déjà rien que par ça va diviser par ça, je le note, 3 et c'est pas compliqué à mettre en place. Ce qui va être compliqué, c'est dès lors que vous avez du gros volume. Je sais pas combien vous êtes dans l'entreprise chez vous. 32 000. Donc ça commence à être la grosse entreprise. Ouais, on a 392 terras, je crois, sur chaque. On a quasiment 20 000 couches. Ouais. Oui, sur 400 terras, ça reste encore. Ça reste pour l'instant, mais en fait, ça fait 4 ans qu'on est dessus. On a encore. Oui, on est limité à 10 gigas. Ah oui, c'est quand même plus violent déjà. Ah oui, on est dur. Oui. Oui. Non, parce qu'il s'est amusé à prendre en fait tout le contenu des sites, des serveurs d'entreprise, copier tout sur SharePoint. C'est pas ça, faut pas faire ça. C'est idiot. On est d'accord. Faites du ménage. Et donc on les a limités à 10 gigas. Il y a quelques grosses directions. Oui, marketing, machin, on peut. Mais sinon, les gens leur disent non, c'est 10 gigas, c'est tout. Je fais du ménage. On a été assez raide là-dessus parce qu'on savait que ça serait. On sait que ça va être. C'est à la foire, quoi. Ouais. Et ça, l'avantage de ce Power BI là, c'est qu'en fait, il n'y a besoin d'aucun droit, rien. Parce qu'il y a une lien, c'est un gars sur le réseau que j'ai vu qui a fait ça. Et en fait, il faut juste s'authentifier et il vous fait vos sites, enfin votre OneDrive avec ces trucs-là. Là, du coup, petite pub, du coup plus personnelle. Donc, du coup, dans mon entreprise, on a fait en fait un portail qui ressemble un peu à ça, de toutes les droits, permissions, privilèges à la fois sur OneDrive, SharePoint, Teams, etc. À partir du moment où on a les données, en fait, on a, et c'est pour ça que du coup j'ai pas mal réfléchi au sujet, on a du coup cette capacité à voir où sont les gros fichiers, les doublons, en se basant non plus sur la taille et le nom qui peuvent varier d'une version à l'autre, mais à la fois sur on va dire le hash et en faisant des corrélations entre, c'est bête, hein, mais il y a quand même toujours des utilisateurs qui ont underscore V1, underscore V2, underscore V3, à arriver à recouper tout ça et proposer à l'utilisateur en fait vraiment qu'est-ce que tu veux garder pour libérer de l'espace. Et donc en quelques clics, identifier, supprimer. Donc ça, c'est le genre d'outils qu'on peut faire facilement. Donc voilà, il y a des choses qui vont plus open source, des choses un peu plus évoluées forcément, qui permettent d'embarquer les utilisateurs. Et après, le niveau, on va dire, hyper avancé, c'est mettre en place, donc on va dire une combinaison entre déplacement vers du stockage froid, donc soit via Archive, qui va arriver en 2024, soit il y a d'autres outils. Je crois que des entreprises comme Vim ont commencé à se positionner sur le sujet. Dès que j'ai un gros fichier, au-delà d'une certaine taille, qui n'est pas utilisé depuis 1 an, en fait, je laisse. Donc, ça reste encore R&D philosophique, hein, mais c'est pour voir là où on va. Je supprime le fichier, je vais le coller dans un repo à froid, dans Azure ou ailleurs, et je mets un lien dans SharePoint vers le fichier pour être capable, du coup, si je clique, pour pouvoir le récupérer. Donc, ça existe. Enfin, ça existe. En tout cas, les réflexions existent. J'ai vu 2 gros comptes qui commençaient à réfléchir au sujet. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a Archive qui va arriver pour, du coup, toujours pareil, bouleverser le marché. Et après, ça, c'est le niveau encore hyper avancé. Je pourrais mettre un 4e niveau. On va utiliser tout ce qui va être, si vous avez confiance dans tout ce qui va être Sensitive Information Type, les Explainable Classifier, identifier les données sensibles et venir taguer vraiment par semi-intelligence artificielle ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder, et le reste, vous allez le supprimer après un certain temps. Mais voilà, là, on est sur le niveau où aujourd'hui, on n'est quand même pas encore prêt. Déjà, si on arrive à embarquer l'utilisateur pour qu'il fasse même un premier ménage, c'est déjà pas mal. On supprime les versions, déjà, c'est pas mal. Par contre, on va se diriger vers cette histoire de stockage froid parce que ça coûte trop cher à tout le monde, indépendamment du. Le stockage froid, ça sera un service en plus à prendre ou est-ce que ça fera partie
Enfin, ça, Oui. Bah, je sais pas, mais il y a de fortes chances. Forte chance. En fait, ils disent. Ça, c'est pertinent pour des boîtes qui vont arriver quasiment à la fin de leur quota de stockage SharePoint. Quoi. Même après avoir mis les bonnes pratiques, même après avoir mis les premières bonnes pratiques, niveau crawl, walk, voilà, tout le monde va arriver à dépasser forcément ce niveau, mais il y aura effectivement besoin d'externaliser des données. Donc, c'est une solution barbare. On voit un mieux disant si je supprime rien, je supprime tout. On peut essayer. Je l'ai pas mis, je le rajouterai la prochaine fois. Ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais. Voilà. La partie Exchange, un peu le même sujet. On parle beaucoup de. Ça avait fait un peu de bruit, je ne sais plus quel ministre l'année dernière qui avait dit arrêtez de vous envoyer des petits mails avec des gifs. Voilà. Bon, si tout le monde arrête, effectivement, ça aura peut-être un petit impact. C'est pas la première chose à faire. Mais bon, parlons quand même des mails. Les mails. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, globalement, je vous rappelle juste l'architecture d'une boîte mail. Il y a la boîte mail classique, boîte de réception, jusqu'aux éléments envoyés. On a les éléments récupérables qui sont masqués pour l'utilisateur. Tout ça, vous avez le droit de base à 100 Go. Je pense aux licences classiques. Et après, vous avez la possibilité d'activer de l'archivage, 100 Go supplémentaires, avec une option supplémentaire. Tout ça pour le même prix, jusqu'à 1 Tera 5, extensible automatiquement. Vous avez 100 Go, ça se paye 100 Go+, 100 Go+, 100 Go+, ou alors vous pouvez le caper. Comment gérer ça? En fait, tout se base sur un truc qui commence à revenir un peu à la mode, qui avait été abandonné dès lors que en fait, le Compliance Center est apparu. C'est tout ce qui est MRM. Vous êtes à l'aise avec le sujet? Ouais. Donc, globalement, MRM, il y a les politiques par défaut. Il y a la politique pour chacun des dossiers racines. Et il y a ce que les utilisateurs peuvent taguer eux-mêmes pour venir bypasser ces politiques. La recommandation aujourd'hui, c'est plutôt de faire du MRM pour les comportements par défaut, vraiment à la main des admins, et pas forcément à la main des utilisateurs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'utilisateur, il voit les deux, et donc ils peuvent être perturbés de ne pas voir la même chose et dans SharePoint et dans Exchange. Donc on reste plutôt à une main administrateur. Je pensais l'avoir mis. Ouais, donc pareil. Je pensais que l'avoir mis. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, dans les politiques par défaut, il y en a sur tous les dossiers par défaut, sauf éléments supprimés. Et là, vous vous retrouvez avec des utilisateurs qui en fait font bien leur travail. Ils suppriment leur mail, sauf que ça monte. On y a été confronté, on est passé à 90 jours. Voilà. Donc, j'ai configuré la politique pour tout dégager parce que j'ai des collègues qui étaient à beaucoup de mails, beaucoup de pièces jointes, qui a 100 gigas sur la boîte aux lettres, et je ne comprends pas, je peux ménage. C'est ça. C'est pour ça. Donc là, il faut juste rajouter ce petit clic. Et je pensais que j'avais mis la capture, mais non. Bon, bref, du coup, si vous l'avez en tête, tant mieux. Voilà. Donc il y avait du coup suppression des éléments supprimés donc automatiquement. Et après, bon, il y a pareil manuel, mais que personne ne fera. En fait, en préparant cette compte, j'ai vu qu'en fait Outlook proposait plein de choses pour le faire, mais alors là, il faut aller dans 4 interfaces, 10 clics, automatiquement. Il y a une recherche aussi qui permet d'identifier les éléments volumineux dans Outlook. Alors là, pareil, c'est dans les outils, plus d'options, libérer de l'espace, identifier les gros éléments. Donc là, il fallait vraiment chercher. Donc là, pareil, ça ne marche pas. Et donc là, du coup, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en... Voilà, utiliser l'archivage, mais là, pareil, on va être dans une innovation de changement de culture pour faire prendre conscience aussi aux PDG d'entreprise qu'en fait, Saccorbase, c'est pas un truc où ils gardent ces données. Parce qu'on a toujours des gens qui disent « Ok, je l'ai traité, je le supprime. » En fait, supprimer, c'est « je l'ai traité, mais je sais que je le garde. » Donc, il y a quand même ce truc à avoir en tête. Et par contre, utiliser de l'archivage à stockage froid. Donc là, c'est pas, on peut l'utiliser, on peut le faire. Et surtout, limiter drastiquement la taille des fichiers pour être envoyés par mail. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais 25 35 mails. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est beaucoup, mais il y avait malheureusement encore des usages sur l'envoi de PPT. Ouais. Ils avaient SharePoint, mais ils continuaient à s'envoyer des PPT, il faut chercher à comprendre. Et on a mis en place, on n'a pas mis en place l'archivage automatique, on a testé la boîte d'archives. Il y a une dizaine de personnes qui ont chez nous une boîte d'archives parce qu'ils avaient explosé les quotas sur la boîte en cours. Donc on a appliqué la règle par défaut, tout ce qui a plus de 5 ans. Ouais, c'est 2 ans par défaut. Moi j'avais mis 5 pour être bon.
Ouais. Et c'était parti en boîte d'archives. Ouais. Il y a certains qui font ça. Mais sur les objets, sur les pièces jointes lumineuses, on est encore gentil. Ouais. Laisse passer les grosses. Et j'ai discuté avec quand je suis encore consultant, j'ai discuté avec une banque anglaise. Et eux, en fait, ils avaient dit pour des raisons de sécurité, en fait, tout ce qui est au-dessus d'un méga, ça part pas. C'est pas bêtise. Et du coup, donc, la sécurité avait dit ça, et le workplace avait dit, en fait, on est d'accord, parce que du coup, tout le monde va être obligé de faire des liens de partage, et on pourra les maîtriser, parce qu'ils avaient mis en place une mécanique de tous mes liens de partage sont automatiquement supprimés après 3 mois. Et donc là, on rentre vraiment dans une dynamique de je maîtrise mon information et j'évite que ce soit open bar. On n'est pas encore assez mature pour cette politique de lien de partage. On gère déjà les prestataires avec les listes blanches en SharePoint pour bien maîtriser. C'est déjà plutôt avancé, on va dire. Mais le problème, c'est que dès qu'on veut partager à l'extérieur, ça tire. Ouais. Et après, le classique Data Lifecycle Management. Teams, globalement, il n'y a pas grand-chose à faire. De toute façon, c'est pas ça qui prend de l'espace, on n'est pas limité là-dessus. Il y a possibilité d'archiver les équipes aussi. Pardon ? Il y a possibilité d'archiver les équipes, je crois. D'archiver les équipes, oui. Mais là, c'est juste qu'en fait, c'est gelé. D'accord. Ça libère pas d'espace, c'est juste gelé. En mode, en fait, le projet est terminé. Je veux plus que ça évolue. Je l'archive. Mais en soi, c'est plus en mode je close sans le supprimer. En fait. Ça permet de garder l'historique du projet sans que les gens rajoutent des choses dedans. Ouais, et plus aussi pour la conformité. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de je conserve. Avant, il n'y avait pas. En fait, c'était arrivé avant. Et c'était histoire de dire en fait, je veux garder ça. Ça peut rester pour la conformité. Mais maintenant qu'en fait, il y a le sujet conformité qui est là, c'est plus facile en tant qu'utilisateur pour retrouver les informations que la conformité qui est avec eDiscovery. On fait. Voilà. Et du coup, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous faites en plus de ça pour la fin ? Si vous en faites des trucs en plus, donc là on avait un peu discuté, messieurs à côté. L'accompagnement des jeunes utilisateurs pour des usages, pour réduire drastiquement tout ce qui était la partie mail. Ouais. Parce que en fait, sur la partie Teams, tout ce qui est collaboration, tout ça, il était envoyer des mails à 40 000 personnes, de répondre à tous avec des pièces jointes, des choses comme ça. C'est beaucoup d'accompagnement. C'est vrai. On a une équipe de peut-être, je dirais bien 200 personnes dans toute la France. On a été référents qui accompagnent les 36 000 utilisateurs au quotidien pour les acculturer au numérique et leur faire comprendre que aussi afficher des outils, des produits qu'on a développés pour afficher à chaque utilisateur le nom des propriétaires, le genre de mail qu'il a, pour qu'il puisse maîtriser ses espaces et éviter d'avoir des espaces qui ne servent à rien. Et de sensibiliser pour les espaces inactifs pour les supprimer. Le projet aussi, toujours le débat sur mon profil numérique ou mon empreinte numérique, on hésite encore sur le nom. C'est une sorte effectivement d'application qui va toper les infos de chacun, qui fait une sorte de board en disant voilà, vous avez tant de mails, tant de gigaoctets utilisés, ce genre de choses. On essaye de sensibiliser les utilisateurs, oui, parce que le stockage, c'est un fou. Ouais. À plein de dimensions. Au niveau, il ne faut pas perdre l'utilisateur dans toute la masse d'informations qu'il reçoit, au moins qu'il maîtrise un peu l'ensemble des groupes auxquels il appartient. Le gros sujet auquel on ne s'est pas attaqué, c'est la compliance. Clairement, c'est le Compliance Center. C'est un niveau de maturité. On essaie de le gérer de l'autre côté, mais le problème du Compliance Center, c'est qu'il y a une certaine crainte des utilisateurs, et même des chefs de projet, de dire on va perdre de la donnée si automatiquement on dit qu'il faut supprimer les fichiers. Ce qui les inquiète un peu avec le Compliance Center, je peux comprendre. Il suffit que le fichier soit mal étiqueté et acculturer les gens à dire oui, mais il faut que tu rajoutes une étiquette pour dire ce fichier-là, il ne faut pas le supprimer. C'est là où il faut de l'automatique, mais de l'automatique pas juste en mode carte bancaire. C'est ça, c'est pas. Et plus de l'utilisateur, et on n'en est pas encore là aujourd'hui. Il y a un gros dossier là-dessus. Un gros dossier. Je pense que ça va nous occuper pendant les années qui viennent. Ce dossier-là. Ça sera tout ce qui va dès lors que la classification auto avec Trainable Classifier ou équivalent va arriver. En fait, ce sera à la fois un suite de sécurité pour identifier les sécurités et conformité. La suppression automatique des groupes inactifs, on la donne pas. Maintenant, je crois que c'est natif. Microsoft me propose de supprimer au bout de 35 jours s'il n'y a pas d'action en disant
on réactive, ça dégage. On l'a pas fait. Ouais. On l'a pas fait parce que. Alors qu'un site inactif. En vacances 5 semaines et puis qui reviennent, il est où mon groupe? Un site inactif depuis 2 ans. Oui, mais même ça, les gens. Oui, mais bien sûr. C'est... C'est- Après, nous, entre nous, on est d'accord. Hein, c'est Ouais. un site inactif depuis 2 ans, il n'y a aucune raison que ça persiste. Mais Ouais. c'est dur à. Pas de chance, le gars, la semaine prochaine, il veut y aller, quoi. C'est pas de chance. C'est bizarre parce qu'il suffit qu'il aille une fois sur le site pour consulter un document pour en dire ah oui, qu'est-ce que j'ai fait là-dessus. Le site est plus inactif. Ouais. Nouveau actif. Oui. Mais ce qui renforce le fait que un site inactif est vraiment inactif. Mais bon, voilà. On a encore de ces réflexions-là. Ouais. Sachant qu'en plus, dans les rapports Microsoft, on a encore des gros doutes sur la notion d'inactivité. Ouais. Entre le rapport groupe, le rapport SharePoint, pas forcément les mêmes dates. Je me demande qui a raison. En fait, nous, ce qu'on fait dans la solution, c'est on récupère la date. Nous, on récupère les deux et on prend la plus récente. On récupère les deux rapports et on affiche la plus récente comme étant la dernière activité. En fait, nous, on regarde la date à la fois de modification de chaque fichier et la date de consultation de chaque fichier. Ah, de chaque fichier. Hein. Ouais. Bah, c'est pour ça que du coup, on a une solution qui tourne, machin, et qui permet du coup de garder cette information-là pour chaque fichier. Et du coup, on garde l'information la plus récente entre le fichier et le site. Vous faites tourner ça sur Azure? Ouais. Vous faites un scan de tous les groupes? Ouais. Tous les sites SharePoint, en récupérant les infos. C'est ça. Parce qu'en fait, à la base, on se sur les permissions. Et en fait, tant qu'à le faire sur les permissions, autant le faire sur le. Moi, j'ai peur de lancer ça sur 32 000 utilisateurs. Ouais. Nous, on le fait tourner sur 150 000, notre plus gros client. Ah ouais, ça passe? Ça passe. Mais il y a un peu d'R&D derrière. Quoi. Il y a un peu d'optimisation parce que je pense qu'il faut paralyser. Les quotas de la graphe, ils sont quand même assez secs. Et après, et surtout, une fois qu'on a les données, il faut les traiter,